3. La monnaie ou l'argent. Jusqu'ici, nous avons considéré le métal précieux sous le double aspect de mesure des valeurs et d'instrument de circulation. Il remplit la première fonction comme monnaie idéale, il peut être représenté dans la deuxième par des symboles. Mais il y a des fonctions où il doit se présenter dans son corps métallique comme équivalent réel des marchandises ou comme marchandise-monnaie. Il y a une autre fonction encore qu'il peut remplir ou en personne ou par des suppléants, mais où il se dresse toujours en face des marchandises usuelles comme l'unique incarnation adéquate de leur valeur. Dans tous ces cas, nous dirons qu'il fonctionne comme monnaie ou argent proprement dit par opposition à ses fonctions de mesure de valeur et de numéraire. Petit a, thésaurisation. Le mouvement circulatoire des deux métamorphoses inverses des marchandises, ou l'alternation continue des ventes et d'achats, se manifeste par le cours infatigable de la monnaie, ou dans sa fonction de perpétuum mobile, de moteur perpétuel de la circulation. Il s'immobilise ou se transforme, comme dit Bois-Guilbert, de meuble en immeuble, de numéraire en monnaie ou argent, dès que la série des métamorphoses est interrompue, dès qu'une vente n'est pas suivie d'un achat subséquent. Dès que se développe la circulation des marchandises, se développe aussi la nécessité et le désir de fixer et de conserver le produit de la première métamorphose, la marchandise changée en chrysalide d'or ou d'argent. Note 37. On vend dès lors des marchandises non seulement pour en acheter d'autres, mais aussi pour remplacer la forme marchandise par la forme argent. La monnaie arrêtée à dessein dans sa circulation se pétrifie, pour ainsi dire, en devenant trésor, et le vendeur se change en thésauriseur. C'est surtout dans l'enfance de la circulation qu'on échange que le superflu en valeur d'usage contre la marchandise monnaie. L'or et l'argent deviennent ainsi de même l'expression sociale du superflu et de la richesse. Cette forme naïve de thésaurisation s'éternise chez les peuples dont le mode traditionnel de production satisfait directement un cercle étroit de besoins stationnaires. Il y a peu de circulation et beaucoup de trésors. C'est ce qui a lieu chez les Asiatiques, notamment chez les Indiens. Le vieux Van der Lint, qui s'imagine que le taux des prix dépend de l'abondance des métaux précieux dans un pays, se demande pourquoi les marchandises indiennes sont à si bon marché. Parce que les Indiens, dit-il, enfouissent l'argent. Il remarque que de 1602 à 1734, ils enfouirent ainsi 150 millions de livres sterling en argent, qui étaient venus d'abord d'Amérique en Europe. Note 38. De 1856 à 1866, dans une période de 10 ans, l'Angleterre exporta dans l'Inde et dans la Chine, et le métal importé en Chine reflue en grande partie dans l'Inde, 120 millions de livres sterling en argent, qui avaient été auparavant échangés contre de l'or australien. Dès que la production marchande a atteint un certain développement, chaque producteur doit faire provision d'argent. C'est alors le gage social, le nervus rerum, le nerf des choses. Note 39. En effet, les besoins des producteurs se renouvellent sans cesse et lui imposent sans cesse l'achat de marchandises étrangères, tandis que la production et la vente des siennes exigent plus ou moins de temps et dépendent de mille hasards. Pour acheter sans vendre, il doit d'abord avoir vendu sans acheter. Il semble contradictoire que cette opération puisse s'accomplir d'une manière générale. Cependant, les métaux précieux se troquent à leur source de production contre d'autres marchandises. Ici, la vente a lieu, du côté du possesseur de marchandises, sans achat du côté du possesseur d'or et d'argent. Note 40. Et des ventes postérieures, qui ne sont pas complétées par des achats subséquents, ne font que distribuer les métaux précieux entre tous les échangistes. Il se forme ainsi sur tous les points en relation d'affaires des réserves d'or et d'argent dans les proportions les plus diverses. La possibilité de retenir et de conserver la marchandise comme valeur d'échange ou la valeur d'échange comme marchandise éveille la passion de l'or. À mesure que s'étend la circulation des marchandises, grandit aussi la puissance de la monnaie, forme absolue et toujours disponible de la richesse sociale. L'or est une chose merveilleuse. Qui le possède est maître de tout ce qu'il désire. Au moyen de l'or, on peut même ouvrir aux âmes les portes du paradis. Christophe Colomb, Lettres de la Jamaïque, 1503. L'aspect de la monnaie ne trahissant point ce qui a été transformé en elle, tout, marchandise ou non, se transforme en monnaie. Rien qui ne devienne vénal, qui ne se fasse vendre et acheter. La circulation devient la grande cornue sociale, où tout se précipite pour en sortir transformé en cristal-monnaie. Rien ne résiste à cette alchimie, pas même les eaux des saints et encore moins des choses sacro-saintes, plus délicates. Res sacrosancte, extra commercium hominum. Note 41. De même que toute différence de qualité entre les marchandises s'efface devant l'argent, de même lui, niveleur radical, efface toutes les distinctions. Note 42.
Mais l'argent est lui-même marchandise, une chose qui peut tomber sous les mains de qui que ce soit. La puissance sociale devient ainsi puissance privée des particuliers. Aussi la société antique le dénonce-t-elle comme l'argent subversif, comme le dissolvant le plus actif de son organisation économique et de ses mœurs populaires. Note 43. La société moderne, qui à peine née encore tire déjà par les cheveux le dieu Plutus des entrailles de la terre, note 44, salue dans l'or, son saint Graal, l'incarnation éblouissante du principe même de sa vie. La marchandise, en tant que valeur d'usage, satisfait un besoin particulier et forme un élément particulier de la richesse matérielle. Mais la valeur de la marchandise mesure le degré de sa force d'attraction sur tous les éléments de cette richesse, et par conséquent la richesse sociale de celui qui la possède. L'échangiste plus ou moins barbare, même le paysan de l'Europe occidentale, ne sait point séparer la valeur de sa forme. Pour lui, accroissement de sa réserve d'or et d'argent veut dire accroissement de valeur. Assurément, la valeur du métal précieux change par suite des variations survenues soit dans sa propre valeur, soit dans celle des marchandises. Mais cela n'empêche pas d'un côté que 200 onces d'or contiennent après comme avant plus de valeur que 100, 300 plus que 200, etc. Ni d'un autre côté que la forme métallique de la monnaie reste la forme équivalente générale de toutes les marchandises, l'incarnation sociale de tout travail humain. Le penchant à thésauriser n'a de sa nature ni règle ni mesure. Considéré au point de vue de la qualité ou de la forme comme représentant universel de la richesse matérielle, l'argent est sans limite parce qu'il est immédiatement transformable en toutes sortes de marchandises. Mais chaque somme d'argent réel a sa limite quantitative et n'a donc qu'une puissance d'achat restreinte. Cette contradiction entre la quantité toujours définie et la qualité de puissance infinie de l'argent ramène sans cesse le thésauriseur au travail de Sisyphe. Il en est de lui comme du conquérant, que chaque conquête nouvelle ne mène qu'à une nouvelle frontière. Pour retenir et conserver le métal précieux en qualité de monnaie, et par suite d'éléments de la thésaurisation, il faut qu'on l'empêche de circuler ou de se résoudre comme moyen d'achat ou moyen de jouissance. Le thésauriseur sacrifie donc à ce fétiche tous les penchants de sa chair. Personne plus que lui ne prend au sérieux l'évangile du renoncement. D'un autre côté, il ne peut dérober en monnaie à la circulation que ce qu'il lui donne en marchandises. Plus il produit, plus il peut vendre. Industrie, économie, avarice, telles sont ses vertus cardinales. Beaucoup vendre, peu acheter, telle est la somme de son économie politique. Note 45. Le trésor n'a pas seulement une forme brute, il a aussi une forme esthétique. C'est l'accumulation d'ouvrages d'orfèvrerie qui se développe avec l'accroissement de la richesse sociale. Soyons riches ou paraissons riches, disait Diderot. Il se forme ainsi d'une part un marché toujours plus étendu pour les métaux précieux, de l'autre une source latente d'approvisionnement à laquelle on puise dans les périodes de crise sociale. Dans l'économie de la circulation métallique, les trésors remplissent des fonctions diverses. La première tire son origine des conditions qui président au cours de la monnaie. On a vu comment la masse courante du numéraire s'élève ou s'abaisse avec les fluctuations constantes qu'éprouve la circulation des marchandises sous le rapport de l'étendue, des prix et de la vitesse. Il faut donc que cette masse soit capable de contraction et d'expansion. Tantôt une partie de la monnaie doit sortir de la circulation, tantôt elle doit y rentrer. Pour que la masse d'argent courante corresponde toujours au degré où la sphère de la circulation se trouve saturée, la quantité d'or ou d'argent qui réellement circule ne doit former qu'une partie du métal précieux existant dans un pays. C'est par la forme trésor de l'argent que cette condition se trouve remplie. Les réservoirs de trésors servent à la fois de canaux de décharge et d'irrigation, de façon que les canaux de circulation ne débordent jamais. Note 46.